Vous avez pourtant prévenu, il faut toujours se méfier des apparences. My name is Dr. François Martin. I am French, entomologist. L'homme que vous venez de voir n'est pas docteur, il ne s'appelle pas non plus François Martin. C'est un criminel en fuite, condamné à perpétuité. Il a refait sa vie sous une fausse identité et complément d'enquête l'a retrouvé à l'autre bout de la planète. Bonsoir, ils ont choisi de disparaître pour éviter la prison. Certains se cachent en France, d'autres se sont inventés une nouvelle vie loin d'ici. Après des mois de discussion, plusieurs fugitifs ont accepté de nous montrer leur quotidien de criminels en cavale. J'ai eu 3 fausses identités, 3 pays différents. Lesquels? J'ai eu la Bulgarie, j'ai eu la Colombie et j'ai eu la France. Interpol, l'organisation censée coordonner les polices du monde entier, est-elle inefficace? Manque de moyens, problème de coopération. Vous allez voir que les autorités françaises semblent parfois dépassées, voire agacées par la facilité avec laquelle on a pu retrouver des condamnés en liberté. C'était un faux docteur, un faux spécialiste de la lutte anti-moustique. Comment est-ce que vous expliquez qu'un repris de justice condamné à 30 ans de prison en France puisse apparaître aussi librement à la télévision J'ai pas de commentaires à faire sur le cas présent. Pour en parler, on s'est installé au tribunal judiciaire de Mulhouse. La procureure de la République nous expliquera pourquoi elle ne parvient pas à faire arrêter et rapatrier en France l'un des fugitifs les plus recherchés d'Europe, alors qu'elle l'a pourtant identifié et localisé depuis des années. On l'écoute juste après l'enquête de Louis Milano-Dupont, Élodie Delevoye, Soigné Thiebaud et Olivier Broutin. Après des semaines de discussion, il a accepté de nous rencontrer. À une condition, ne pas révéler le pays où il se cache. Nous avons rendez-vous avec un fugitif. Un homme recherché par la police depuis 17 ans, une éternité en matière de cavale. Je suis en sécurité dans ce pays. En sécurité dans tous les sens du terme. Pour la première fois, il raconte son quotidien, toujours sur le qui-vive. Ah, c'est poussé parce que voilà, c'est les heures d'école là. Moi j'aurais pu prendre des petits trucs, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Il souhaite qu'on l'appelle Georges. En allant chercher ses enfants à l'école, il veut nous montrer l'image d'un père de famille sans histoire. Pourtant, Georges est bien connu de la justice française. Il a été condamné à 7 ans de prison pour un règlement de compte et à plus de 10 ans pour trafic de stupéfiants. 2 procès auxquels il ne s'est pas rendu, il était déjà en fuite. Ses enfants ignorent tout de sa double vie. Ils n'ont pas à savoir, voilà, quand ils grandiront, ils en sauront un petit peu plus, mais là pour l'instant, ils ne savent rien du tout. Et c'est mieux comme ça. Ils savent pas que leur papa est recherché par Non, ils ne savent les pas. polices du monde entier depuis 17 ans? Non, ils ne savent pas du tout, non. Ils savent que bon, quand ils voyagent, papa il a du travail, donc papa il ne peut pas voyager avec eux, mais voilà, on rabat tout ça sur le travail. Ciblé par un mandat d'arrêt, Georges n'a pas choisi sa planque au hasard. Dans ce pays, les demandes d'extradition faites par la France n'ont jamais abouti. Malgré cela, il conserve ses réflexes de fugitif. Il a fait 3 ans de cavale en France avant de partir à l'étranger. Bon, à l'époque, quand j'étais en France, je lâchais pas les rétros quand je conduisais. Enfin, je l'ai pas perdu, je suis ici, j'ai toujours ce truc-là. C'est bon, c'est ancré en toi, tu vois. Comment Georges a-t-il pu tenir aussi longtemps sans jamais être arrêté? Dans un quartier en ville, il accepte de nous dévoiler certaines de ses méthodes pour garantir sa clandestinité. Là, c'est mon bureau. Le bureau des rendez-vous. Un lieu sécurisé, protégé par une dizaine de caméras de surveillance. Ici, Georges affirme désormais mener une nouvelle vie d'entrepreneur. Et pour cela, il change régulièrement de nom et de nationalité. J'ai eu 3 fausses identités, 3 pays différents. Lesquels? J'ai eu la Bulgarie, j'ai eu la Colombie et j'ai eu la France.
J'ai ma carte d'identité bulgare avec mon permis de conduire, si ça vous intéresse de les voir. Voilà. Ça, c'est des créations, ça. C'est des vraies créations. Ceux-là, je les ai payés dans les 10 000 $ à peu près. Vous avez pris l'avion, vous êtes passé dans des aéroports, vous avez passé les contrôles Exact. et vous êtes jamais fait attraper? Bah non, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous avez fait beaucoup de voyages? J'ai fait quelques voyages, oui. En Europe, et un peu en Afrique, et un peu en Amérique. Et vous avez jamais été inquiété? Bah écoutez, après j'ai des bons contacts aussi, hein. Des bons contacts, ça aide beaucoup. Ces bons contacts seraient notamment des fonctionnaires qu'il dit soudoyer pour obtenir des faux papiers. Mais selon lui, les autorités françaises ne seraient pas dupes. Et la police française, elle sait que vous êtes ici? Bah écoutez, comme je vous ai dit, moi la police française, pour eux je suis pas un gros poisson, hein, parce que si vraiment j'aurais été un gros poisson, les Français, hein, ils m'auraient déjà récupéré, ça fait déjà 10 ans de ça. Hein. Donc voilà, la police française, non, si elle me voulait vraiment, elle m'aurait pris, quoi. Foutre de moi, à mon avis, ils doivent dire bah, qu'il reste là-bas et tant pis. Hein. Le plus incroyable dans cette cavale, c'est que Georges est loin de vivre coupé du monde. Bien au contraire. Il gère ses affaires presque au grand jour, comme cette petite chocolaterie industrielle qu'il nous fait visiter avec fierté. Voilà, c'est mon usine de bon chocolat. Du vrai chocolat. On met de l'huile, on met pas d'huile de palme. Et notre production, elle s'arrête pas, c'est du 24-24. Hein. Ça s'arrête pas. Matin, midi, soir, ça bosse ici. Son discours est désormais celui d'un chef d'entreprise, bien loin du repris de justice en fuite. Selon lui, son arrivée et son argent auraient même sauvé l'établissement de la faillite il y a 5 ans. Et ici, c'est votre usine? C'est mon usine, exactement. Et vous avez combien d'employés ici? À peu près 20 employés. Tout le monde est employé légalement, ils ont toutes des assurances, ils sont tous déclarés, tout est légal. Ils sont au courant ici de votre situation en France? Personne n'est au courant. Droit, je fais ce que j'ai à faire, je paie ce que j'ai à payer. Ils n'ont pas besoin de savoir, c'est comme ma vie en France. Au registre du commerce, la chocolaterie est bien légale, mais Georges n'apparaît pas dans ses statuts. On ne saura pas grand-chose de l'origine des fonds qu'il investit, ni combien il gagne aujourd'hui. Georges s'est aussi lancé dans l'immobilier. Ici, voilà, c'est un immeuble que moi j'ai construit. Et que, en fait, depuis que je suis rentré dans ce pays-là, j'ai connu une personne très forte dans l'immobilier qui m'a tout appris. Et j'ai commencé à construire plusieurs immeubles et ça, c'est un qui en fait partie. Très à l'aise pour parler de ses affaires, Georges est beaucoup plus réservé quand on évoque ses peines de prison. Il conteste tout trafic de stupéfiants, mais reconnaît une part de responsabilité dans le règlement de compte pour lequel il a été condamné. Je sais que voilà, j'ai un problème, j'ai 7 ans de prison sur cette affaire-là. Donc voilà, j'appréhende les choses comme ils sont, j'en ai pas peur, voilà, j'accepte la vie comme elle est. Hein. Et pour la deuxième affaire? Ça parle d'une peine à 2 chiffres, mais bon, j'ai rien à voir, donc je m'en fous complètement. Celle-là, j'y pense même pas. Vous me posez des questions et je vais répondre à leurs questions. Mais moi, j'ai rien à voir dans votre histoire. Vous vous considérez comme un trafiquant, comme un escroc, comme... Moi, je me considère comme un homme d'affaires. Je ne suis pas un trafiquant, je ne suis pas un escroc, j'ai jamais escroqué personne dans ma vie. Au contraire, j'ai toujours été droit avec les gens. Je suis quelqu'un qui aime le business, je peux travailler dans n'importe quoi, comme j'ai travaillé dans l'or, comme j'ai travaillé dans les diamants, comme j'ai travaillé dans le textile. Je suis un commerçant, moi, je n'ai pas de limite dans mes ventes, en fait. C'est-à-dire, où je sais que je peux gagner quelque chose, je le ferai, quoi. Après 17 ans de cavale, Georges songe parfois à se rendre à la justice. Il aimerait offrir à ses enfants une vie de famille en France, purger sa peine une bonne fois pour toutes et retrouver un esprit libre. Aujourd'hui, non, j'ai pas confiance en personne, j'ai pas d'amis concrets. Ça n'existe pas, un ami. Parce que chaque personne est là pour un intérêt spécial. Soit il va être là pour l'argent, soit être là pour passer du temps, soit il n'y a pas d'amis. Ça n'existe pas. Mais du coup, la cavale, c'est une vie de solitaire? Ah, t'es solitaire, bien sûr. T'es solitaire. Personne ne doit savoir ta vie. Personne ne doit savoir où tu es. Personne ne doit savoir comment tu manges, comment tu dors, comment tu te déplaces. Tu en donnes le minimum.
Parce que voilà, l'être humain se fait acheter par des belles paroles, par un peu d'argent, par plein de choses. Donc oui, la vie de cavale, c'est une vie de solitaire. Combien sont-ils à échapper ainsi à la police? À pouvoir se cacher sans être inquiétés? Les ministères de l'Intérieur et de la Justice affirment ne pas disposer de ce chiffre. La donnée officielle la plus récente date de 2009. Près de 30 000 individus en fuite pour des condamnations à de la prison ferme. La grande majorité des dossiers sont des cavales à la petite semaine qui saturent la justice du quotidien. À Bordeaux, Marie Vialat est vice-procureure chargée de l'exécution des peines. Son service a notamment pour mission de retrouver ces fugitifs. On va se mettre là, s'il vous plaît. Ce matin-là, face à elle, un jeune homme qui s'est rendu la veille dans un commissariat de la ville après 1 mois et demi de cavale. C'est l'inspectrice qui m'a appelé pour me dire, donc je me suis rendu. Puisque monsieur, vous avez été condamné le 1er septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine d'1 an d'emprisonnement pour des faits de violence par conjoint. Le tribunal correctionnel a constaté que vous ne vous êtes pas présenté donc à l'audience et a décerné un mandat d'arrêt à votre endroit. Monsieur, je vous incarcère aujourd'hui en exécution de ce mandat d'arrêt et donc vous partez à Gradignan dans la journée. C'est la 8e fois qu'il ira en prison. Il a tout fait pour fuir la police à ses trousses avant de craquer. Vivre dehors comme ça, c'est un peu plus travailler, un peu plus se faire contrôler, un peu plus marcher bien, quoi. Vous dormez pas bien. Je suis parti de mon domicile et j'étais en vadrouille, quoi. En vadrouille, ça veut dire en cavale? Ouais, on va de partout, quoi, à droite, à gauche, parce que quand vous allez chez vos grands-parents, ils vont chez vos grands-parents, vous allez chez votre mère, ils vont chez votre mère. C'est pas une vie, ils vont chez vos amis aussi. Donc il vaut mieux se rendre et on est tranquille, quoi. Vous avez fait comment, vous, pendant ce mois et demi? Vous avez organisé votre vie comment? J'ai de l'argent de côté, du coup, je faisais en sorte de survivre, quoi. Je m'occupais de ce que j'avais à faire et en plus de ça, j'allais à droite, à gauche pour passer le temps. Mais tous les jours, j'avais envie de me rendre quand même. Tous les jours, ça me trottait dans la tête. Hein. Toujours aussi facile, ils viennent se rendre au commissariat et... Non, c'est pas toujours comme ça. On est obligé parfois de les rechercher activement, de faire des réquisitions particulières, de faire des investigations plus approfondies, comme des écoutes téléphoniques ou des genres de géolocalisation pour essayer de les interpeller. Quand un individu est en fuite, la procédure est claire. La police doit mener des recherches actives pendant au moins 2 mois. Passé ce délai, les fugitifs sont ensuite inscrits au FPR, le fichier des personnes recherchées. Un fichier national que les forces de l'ordre peuvent consulter au moindre contrôle d'identité. Ce sont que des personnes qui sont recherchées par le tribunal judiciaire de Bordeaux, qui comprennent donc des peines d'emprisonnement délictuelles, une peine relative au permis de conduire et les mandats d'arrêt. Voilà. Dans ces dossiers, fin novembre, plus de 1000 personnes en fuite. À titre d'exemple, vous avez une personne qui a été condamnée à 15 mois d'emprisonnement. Hein. Le commissaire de Bordeaux ne l'a pas trouvé. Il en cherchait pendant 6 mois, 6-8 mois, et ils l'ont pas retrouvé, donc il est au FPR. Vous l'avez là? Ouais, je le vois. Selon la vice-procureure, la justice ne peut pas mettre les mêmes moyens pour retrouver tous les fugitifs. On est obligé de faire des choix, d'opportunités. Et du coup, c'est quoi les critères? Les critères, c'est la gravité de l'infraction, la lourdeur de la condamnation, le profil, voilà, la dangerosité de l'intéressé. On n'inscrit pas au FPR une condamnation sans avoir rien fait. On saisit toujours un service de police ou de gendarmerie et eux sont toujours diligents pour essayer de rechercher l'individu. La différence, c'est l'intensité des investigations. Voilà. Mais avant d'inscrire au FPR, il faut bien avoir conscience, pour les victimes, pour la société, pour le sens de la condamnation, qu'on a toujours cherché
retrouver la personne qui avait été condamnée. Le but, c'est de le faire avant qu'il rentre dans le magasin, quoi. C'est un objectif qui est un mandat d'arrêt, qui a été délivré par la Cour d'appel de Bordeaux très récemment. Nicolas et Antonio font partie du groupe d'exécution des décisions de justice, un service de police spécialisé. La vice-procureure fait régulièrement appel à eux pour les dossiers les plus compliqués. C'était plusieurs, et la victime a été sérieusement blessée, puisqu'elle a une ITT de 30 jours. Depuis 3 semaines, les policiers pistent un des agresseurs. Il a pris la fuite à la fin de son procès. Définitivement condamné à 18 mois de prison pour violences aggravées en Réunion, ils l'ont retrouvé grâce à son téléphone portable. On a bien entendu qu'il voulait pas se rendre, quoi. Donc, s'il veut pas se rendre, on va aller à lui, quoi. Ces gens-là, ils ont des amis, et dans la galère, t'as toujours des potes pour leur rendre service, pour le prévenir au cas où ça tournera mal. Notre avantage, c'est que là où on veut aller l'interpeller, c'est qu'il sera tout seul, quoi. Il y a moins de chances de fuite, moins de risques pour nous aussi, hein. On a visé sur le deuxième accès. C'est le petit portail quand t'es face au magasin sur la droite. L'homme travaille depuis peu dans une entreprise de bâtiment. Et les policiers savent que ce matin-là, il doit récupérer une commande de peinture. Ils veulent l'interpeller sur le parking du magasin. Vas-y, Nico. On arrive. Là. Où? Police. Mettez-moi dans le... Voilà, tranquille. Ouais. Tranquille. Allez, mets les mains dans le dos, s'il te plaît. Hop. C'est quoi votre nom? Vous savez très bien, monsieur. Moussa. Ok. C'est bon. En quelques secondes, sa courte cavale vient de prendre fin. C'est dégueulasse, là. C'est dégueulasse. Ce qui est dégueulasse, c'est ce que t'as fait, toi. Hein? T'as 18 mois de prison à faire, garçon. Mais je sais, chef. Alors t'assumes, tu fais bellec, et puis voilà. Cette arrestation a mobilisé 5 fonctionnaires de police. Le fugitif commencera à purger sa peine le soir même en prison. Allô? Bonjour, monsieur Antonio de la brigade des mandats à l'hôtel de police de Bordeaux. Juste pour vous aviser qu'on avait interpellé un de vos ouvriers. Il va être déféré devant le magistrat cet après-midi. Après 3 semaines de fuite, son interpellation est intervenue dans les 2 mois de délai réglementaire. Mais combien de condamnés ne sont jamais retrouvés? Nous, depuis des mois, on a essayé de savoir combien de personnes sont recherchées pour des motifs judiciaires au niveau national. Pourquoi c'est si difficile de le savoir? Pourquoi c'est si difficile d'avoir un chiffre? Au niveau national, je ne peux pas vous indiquer. En tout cas, au niveau local, nous ne disposons pas au niveau local de ce chiffre. Ce qui est difficile à l'exécution des peines, c'est que nous ne disposons pas d'outils statistiques. Il y a des outils sans outils statistiques clairs, comment mesurer l'efficacité de votre travail et de la justice? On fait des statistiques par chaque agent du greffe qui fait ses propres statistiques via des petits bâtons. Du coup, c'est un peu archaïque. Oui, on peut dire ça, oui. Un problème identifié depuis des années et dénoncé par la justice elle-même dans ce rapport interne que nous nous sommes procurés. Voici ce qui est écrit en 2021. L'absence d'outils informatiques pour recueillir des données fiables empêche de bien connaître et d'analyser les délais réels de mise à exécution. Plus loin, il est aussi indiqué: les forces de l'ordre respectent difficilement le délai de 2 mois. Les délais de traitement sont indéniablement allongés en raison d'une charge croissante des missions des forces de l'ordre et du manque d'effectifs dans les commissariats dédiés à l'exécution des peines.
À son échelle, à Bordeaux, Marie Vialade voit le nombre de dossiers de fugitifs croître chaque année. On intervient après, toujours. On intervient après quelqu'un qui est parti, on intervient après quelqu'un qui a pensé sa fuite, on intervient après quelqu'un qui a organisé son départ. Et celui qui a les moyens d'échapper va échapper. Celui qui a les moyens de partir à l'étranger, de partir dans une autre ville, de se refaire une identité, il peut échapper. Comment ces fugitifs parviennent-ils à déjouer la justice? Nous sommes allés poser la question au siège d'Interpol, à Lyon. Dans cette salle de commandement, l'Organisation internationale de police criminelle assiste 195 pays. L'unité de recherche des fugitifs a des officiers en stand-by en permanence. Donc s'ils reçoivent des informations à propos d'un fugitif et qu'ils estiment que c'est urgent, ils préviennent immédiatement les officiers sur le terrain. Ils savent exactement qui contacter et quelles actions mettre en œuvre. Par exemple, si quelqu'un embarque dans un avion en Argentine, au Pérou ou à Rio, et qu'ils déterminent que cette personne est recherchée, alors ils vont prévenir l'unité des fugitifs et décider ensemble si un message d'alerte doit être envoyé au pays de destination. Interpol centralise près de 70 000 notices rouges. Des criminels en fuite dans le monde entier. Tariq Malik dirige l'unité spécialisée des fugitifs. Le problème, selon lui, c'est que certains pays ne sont pas très coopératifs. Comment pouvez-vous expliquer que certains fugitifs puissent agir aussi librement pendant des années? Certains pays, dès qu'ils reçoivent une notice rouge pour un individu, vont l'arrêter provisoirement. D'autres pays vont plutôt répondre qu'ils prennent acte de la présence de cette personne, immédiatement informer le pays qui a émis la notice rouge et leur signaler qu'elle a été localisée. Ils vont alors demander le dossier judiciaire de cette personne pour être sûr qu'elle est recherchée pour des raisons légitimes. Et enfin, malheureusement, d'autres pays ne font rien du tout. Les criminels profitent de ces différences entre les lois. Si tous les pays décidaient d'agir et d'interpeller dès qu'il y a une notice rouge, alors ces individus n'auraient plus aucun endroit où se cacher. Et est-ce qu'il y a beaucoup de fugitifs que vous localisez et que vous ne pouvez pas arrêter? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais nous ne classons jamais les dossiers. Depuis 2012, toutes les affaires ouvertes restent toujours actives. Et de temps en temps, nous avons de bonnes surprises sur des affaires vieilles de 10 ans. Quand toutes les recherches échouent, c'est parfois le hasard qui permet de retrouver certains fugitifs. Octobre 2021, au large de l'Indonésie, c'est une tempête qui a frappé ce bateau et qui a mis fin à l'une des plus longues cavales françaises. La police du district de Talo a procédé à l'évacuation d'un voilier avec 2 ressortissants français à bord vers le port de Melonguane. À bord du voilier, Thierry Assionne. Ce Marseillais de 63 ans aux allures de touriste est un repris de justice. Depuis plus de 20 ans, la France le recherche pour son implication dans un double assassinat. Sans passeport, la police locale décide de le transférer vers la capitale régionale, le temps de vérifier son identité. Ce jour-là, son équipier le filme. Étonnamment, il semble très serein. Le bateau, il va rester là, sous la garde de la police. Et après, elle revient avec le titre de voyage. On va pouvoir continuer notre route vers la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est les nouvelles de l'immigration. Thierry Assionne ne verra jamais la Nouvelle-Calédonie.
Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il est fiché à Interpol. Une notice rouge pour meurtre et escroquerie. Elle détaille ses multiples identités. Deux mois et demi après son interpellation, nous avons réussi à rentrer en contact avec lui. Il est assigné à résidence dans un hôtel. L'Indonésie refuse de l'extrader, lui affirme vouloir rentrer en France. Il dit être innocent. On me bloque le bateau, on m'enlève les 2 chiens, soi-disant qu'on doit venir, j'ai un mandat d'arrêt, et pendant 50 jours, il n'y a personne qui vient me chercher, mais on se fout dans la gueule de qui? Face à nous, un homme exaspéré qui prétend dénoncer l'incompétence des autorités françaises. Je fais des pieds et des mains pour entrer en France. C'est le gouvernement français qui ne veut pas que je rentre. Il ne faut pas non plus changer les rôles. Et là encore, qu'on m'explique. Il lance un mandat d'arrêt, personne ne vient m'arrêter. Interpol, ils ne viennent jamais. Mais aujourd'hui, vous êtes là 20 ans après 20 ans de cavale. Comment est-ce que vous avez fait alors que vous étiez recherché par la police? En fait, il faut pas me demander à moi comment j'ai fait. Il faut demander comment les autres font pas leur boulot. C'est tout ce que je peux dire. Thierry Assion est un habitué de la justice. Accusé de vols aggravés, de détention d'armes, de falsification de documents, à 29 ans, il est condamné à 7 ans de réclusion pour 2 braquages de banque. À sa sortie de prison, en 1991, il part au Guatemala. C'est là qu'il sera impliqué dans le double meurtre. Tout commence dans la nuit du 27 au 28 décembre 1991. Bernard Béraud et sa compagne sont tués à Guatemala City dans des conditions particulièrement atroces. Torturé et exécuté d'une balle dans la tête, ce couple de restaurateurs français dirigeait un établissement huppé de la ville. À l'époque, l'enquête identifie rapidement 3 suspects. Tous français. 2 sont arrêtés, jugés et condamnés à 30 ans de prison au Guatemala. Le dernier s'est volatilisé. Le 3e Français, également accusé, Thierry Assion, échappe à la justice. À cette date, il n'était déjà plus au Guatemala. Au lendemain du crime, la police le localise en Floride, où il encaisse l'argent du couple avant de disparaître. C'est sa première cavale. 3 ans et demi plus tard, Thierry Assion est arrêté en Thaïlande et renvoyé en France. À son arrivée, il est filmé pour le journal télévisé. Monsieur Assion, vous avez quelque chose à voir dans cette affaire du Guatemala? Absolument rien. Et les tueurs sont innocents aussi, je l'ai toujours dit. Je me suis présenté volontairement à la justice française aujourd'hui. Je n'ai pas été arrêté à l'aéroport. Retour en prison pour le braqueur marseillais. Cette fois, il risque la perpétuité. Il confie alors sa défense à maître Arthur Verken. C'est pas un enfant de cœur, Thierry Assion. C'est un mec qui sait ce qu'il veut, qui est exigeant. C'est quelqu'un qui a déjà eu maille à partir avec le monde judiciaire. Il sait comment travaillent les juges, il sait comment travaillent les avocats. Quelqu'un qui sait que sa situation est complexe et qui a envie de se défendre. À l'époque, le pénaliste parvient à faire basculer le cours de l'affaire. Il convainc les juges de remettre en liberté son client. Thierry Assion a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Ça fait 4 ans et 7 mois qu'il est détenu. Il a sa mère dans le sud qui peut l'accueillir. Ce jour-là, vous obtenez la libération de Thierry Assion à quelques mois de son procès. Oui. Ouais. Il est présumé innocent. Il est détenu provisoirement. Ça ne peut pas durer une éternité. Donc il faut le remettre en liberté en prenant toutes les précautions qui sont à la disposition des magistrats pour éviter que, ou en tout cas vérifier qu'il reste bien en France.
c'est pas le cas. Le 27 avril 2000, Thierry Assion est libre. Il en profite pour s'enfuir. Pourtant, la justice va maintenir la date de son procès en espérant le retrouver. Dominique Latouche est partie civile. Sa famille a été brisée par l'affaire Assion. J'ai même pensé qu'il était mort. Je pensais que... Voilà, qu'il avait disparu et que on le retrouverait pas. Elle est la sœur de Marie-Antoinette Perriard, la restauratrice assassinée au Guatemala. L'arrestation de Thierry Assion en Indonésie la replonge dans une période de sa vie particulièrement douloureuse. J'aime beaucoup cette photo de ma sœur. On a l'impression d'une petite fille un peu. C'est mon père qui a pris cette photo. Et là, c'est dans le hall du restaurant. Elle était chargée d'accueillir les gens. Elle s'entendait très très bien avec sa brigade. C'était Doña Maria Antonieta. Ils étaient dans un pays superbe, avec des gens adorables, vraiment des gens très 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 gentils. Ils avaient une belle vie. Pour le procès, Dominique Latouche avait fait le voyage à Paris. Avec sa famille, elle s'était préparée à affronter l'un des complices du meurtre de sa sœur. Le box des accusés était sur notre droite. On avait donc notre avocat. Des amis de ma sœur et de mon beau-frère guatémaltèques qui sont venus aussi pour témoigner. Beaucoup de monde. Les gendarmes de la section de recherche qui étaient là aussi. Et nous avons appris par la bouche du président que M. Assion était en fuite, avait disparu, ne se présentait plus au contrôle auquel il était normalement soumis et qu'il n'y aurait pas de procès. Voilà. Pour nous, ça a été d'abord un... Vous savez, c'est pas le ciel qui nous tombe sur la tête, mais un peu. Donc, bon, on a accusé le coup. On a parlé avec l'avocat. On lui a demandé ce qui se passerait. C'est là qu'il nous a dit qu'il y aurait vraisemblablement un procès par contumace. Le procès est annulé. À l'époque, le président du tribunal affirme avoir honte pour la justice. Thierry Assion est finalement jugé en son absence 8 mois plus tard. Déclaré coupable de complicité d'assassinat et d'escroquerie, il est condamné à la prison à perpétuité. J'avais très confiance dans la justice française, maintenant un peu moins. On a attendu que la justice passe. Bon, elle n'est pas très bien passée. Et maintenant, on est dans l'expectative. Thierry Assion, lui, justifie sa deuxième cavale de façon confuse et se dit victime d'une justice à charge. Je ne prends pas la fuite. Au départ, comme le juge, il n'a rien voulu vérifier de mes dires, j'ai décidé de repartir au Guatemala pour amener les preuves que je pouvais ramener et pour me présenter par la suite au procès avec des preuves, pas juste la fleur à la bouche, avec un casier judiciaire, une personne qu'on a toujours présentée comme l'homme en cavale, le coupable, le repris de justice. C'était la parole d'un repris de justice face à un dossier d'instruction. Donc j'avais aucune chance. Mais au final, vous n'êtes jamais rentré avec ces preuves que vous auriez pu trouver au Guatemala? Ah non, mais ça c'est pas aussi simple que ça.
Mais une fois que le procès, que j'ai été condamné par contumace, il y a eu un mandat d'arrêt international. Donc, à partir de là, c'est quand même difficile de revenir en France et de dire, ah voilà, c'est moi. Nous avons contacté les magistrats qui ont travaillé sur son dossier. Ils n'ont pas souhaité prendre la parole. Où était Thierry Assion? Quelle vie a-t-il menée? Nous avons réussi à retracer les dernières années de sa cavale. À Manille, aux Philippines. Le fugitif n'a eu aucun mal à se loger dans cette banlieue chic et bien gardée au sud de la capitale. Si je me souviens bien, il est resté ici du mois de juillet au mois de juillet de l'année suivante. Arline De Castro, une riche propriétaire du quartier, lui a loué sa maison en 2015. Une belle villa avec piscine sur le toit. J'étais très heureuse. Je l'ai dit à mes amis tellement j'étais heureuse d'avoir un locataire étranger. Parce qu'aux Philippines, on se dit que quand votre locataire est étranger, il va bien payer ses loyers. Mais c'est seulement un mois après que j'ai réalisé qu'il n'était ni un bon payeur, ni un bon locataire. Parce que son compte en banque était fermé, je ne pouvais plus encaisser les chèques. Le compte était fermé. Il n'a payé que pour 6 mois. Et les 6 mois restants, rien du tout. Malgré ces déconvenues, Arline De Castro assure qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir affaire à un homme en cavale. Nous avons découvert que grâce à ce faux passeport français, Thierry Assion est devenu François Martin. Officiellement, docteur en entomologie, la science des insectes. Aux Philippines, il mène une vie publique, celle d'un éminent spécialiste très écouté. Le French Doctor a réussi à faire croire qu'il allait éradiquer un fléau national, la dengue. Cette maladie transmise par des moustiques qui fait des ravages, notamment chez les enfants. Le docteur Martin aurait mis au point un produit miracle. Le notable fréquente la jet set philippine. Et quand il lance sa marque, c'est dans un hôtel de luxe avec une spectaculaire soirée de gala. So today, I believe is one important day for Philippines because we will introduce to you the new generation of anti-mosquito. Et voici un scientifique français. Le faux docteur est même invité sur les plateaux de télévision. Bonjour, good morning Philippines. Ce matin, nous avons un invité très spécial, docteur François Martin. Good morning Philippines. Où il incarne l'expert capable de mener des campagnes de santé publique. This campaign was created by them A to Z. Sa volonté de retrouver les preuves de son innocence au Guatemala apparaît comme un lointain souvenir. Thierry Assion semble croire à son propre mensonge. À aucun moment vous avez eu peur d'être retrouvé par les polices françaises ou internationales? Quand les articles ils disent que cette invention, elle peut sauver des milliers de gamins, je veux dire, me cacher de quoi? Je sais que je suis innocent de l'affaire du Guatemala, j'ai jamais pu le prouver, mais quand tu arrives à un certain niveau où les gens comptent sur toi, tu te dis,
j'y vais. On m'arrête, je m'expliquerai. Mais on est d'accord qu'en termes d'entomologie, vous n'avez jamais fait d'études ou de diplôme J'ai été invité sur des plateaux de télé, donc au minimum, il fallait que j'étudie l'entomologie. Il ne faut pas prendre les consommateurs pour des imbéciles non plus. Mais du coup, vous avez quoi? Vous avez appris sur Internet? Vous avez... Ah oui, j'ai acheté des bouquins, j'ai regardé sur le net, etc., etc. Et puis, ça va, je me débrouille pas mal. Persuadé que son anti-moustique peut rapporter beaucoup d'argent, Thierry Assion s'expose encore un peu plus. Il crée une société avec des partenaires commerciaux et des actionnaires. Bonjour, enchanté. Il réussit à convaincre de riches célébrités de s'associer avec lui. Un couple star aux Philippines. Priscilla Estrada, ex-top modèle brésilien, et son mari John, un acteur de séries télé. Nous, ce qu'on lui a dit, c'est « Si la place du caritatif dans le projet est importante, alors nous sommes prêts à en faire partie. » La seule raison pour laquelle on a accepté, c'est parce qu'on voulait aider les gens modestes. Et ça faisait vraiment partie de notre accord. Par exemple, pour un peso de gagné, la moitié devait aller aux moins fortunés. Parce que nous savons à quel point la dengue fait des ravages ici, notamment chez les populations les plus pauvres, où les gens meurent. Persuadés de la sincérité du projet, John et Priscilla deviennent les ambassadeurs des produits du Dr Martin. Dans leur somptueuse villa, ils tournent une publicité où Thierry Assion incarne le savant en blouse blanche. My name is Dr. François Martin. I am French entomologist, specialized on dengue, malaria, mosquito. L'imposteur et ses associés mettent en scène leur combat contre la dengue et leur volonté de sauver des vies humaines. We are very excited because all the tests run by British Columbia University who in the Philippines show we have Philippines has the solution to eradicate dengue and malaria. Je me sens trahi, dégoûté. Nous l'avons traité comme un ami. J'espère juste qu'un jour la justice puisse l'attraper et qu'il termine en prison. C'est ce qu'il mérite. Après vérification, l'université canadienne confirme avoir fait des tests, mais contrairement à ce que Thierry Assion affirme, les résultats démontrent l'inefficacité de son produit. Afin d'éviter un scandale qui nuirait à leur image, John et Priscilla n'ont pas souhaité porter l'affaire en justice. Le faux docteur serait allé encore plus loin. Il aurait berné un chef d'entreprise. Antonio Causing est à la tête de la plus grande manufacture de produits de bien-être à base de plantes. Voilà la matière première pour les produits du Dr Martin, le Vitex Negundo. Ça, ce sont les feuilles. Dans ses laboratoires, Antonio Causing et ses équipes ont cru au projet du Dr Martin et à sa rentabilité prometteuse. Cette machine a été spécialement construite pour les produits du Dr Martin. Nous avons investi à peu près 5 millions de pesos. Nous avions signé un contrat et nous avions même un plan marketing. Plus de 80 000 € pour cet alambic qui devait permettre d'extraire l'essence du Vitex Negundo. Voilà nos produits. Ça, c'est de la lotion de 10 ans à l'âge adulte, conçue en France. Dans son bureau,
le directeur a gardé les produits qu'ils avaient prévu de mettre sur le marché. Toute une gamme d'anti-moustiques sous la marque Dr Martin. Voilà le produit pour les enfants, des nouveau-nés jusqu'à 10 ans. Il y avait aussi un spray et même un additif pour la lessive. 17 millions d'euros dès la première année, c'est le chiffre d'affaires sur lequel misait le Dr Martin et ses associés. Là, c'est moi, et là, c'est le Dr Martin. Antonio Causing se souvient du jour de la signature des contrats. La présence de John et Priscilla Estrada, le couple de stars, a permis d'effacer toutes les inquiétudes. Nous savions qu'avec des ambassadeurs comme eux et avec leur publicité, nous allions survoler le marché. En fin de compte, on n'a rien vendu. Parce que le produit que vous avez là, il n'a pas d'agrément. Il n'a jamais eu l'autorisation de mise sur le marché philippin. Je lui ai dit au Dr Martin, nous avons besoin de cette autorisation. Elle est obligatoire pour commercialiser le produit. Notre société et moi personnellement, on a été arnaqués pour tous nos investissements. Et ça représente près de 100 000 euros. C'est beaucoup d'argent pour nous. Et vous n'avez jamais eu de doute à son sujet? Je n'aurais jamais pu imaginer que c'était un fugitif recherché par la France. Parce que nous savions que des photos comme celle-ci seraient publiées dans la presse locale. Et ici, aux Philippines, nous avons une ambassade de France. Et à l'ambassade, ils auraient pu voir tous les journaux et du coup très facilement l'identifier. Le chef d'entreprise ne récupérera jamais son argent. Le Dr Martin, lui, se défend de toute escroquerie. Il a pris le large sur son voilier. Quand il a été arrêté par la police indonésienne, Thierry Ascione filait vers la Nouvelle-Calédonie, un territoire français. Plus de 20 ans après sa condamnation, il est alors persuadé que sa peine est prescrite. Les autorités françaises étaient-elles au courant de sa nouvelle vie aux Philippines? Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté? À Paris, c'est la Brigade nationale de recherche des fugitifs qui était à ses trousses. Nous avons montré quelques images au grand patron du service. Donc là, c'est lui. C'était un faux docteur, un faux spécialiste de la lutte anti-moustique. Visiblement, il découvre ces vidéos. C'était il y a encore quelques mois. Il faisait la promotion de ses produits de façon médiatisée. Comment est-ce que vous expliquez qu'un repris de justice condamné à 30 ans de prison en France puisse apparaître aussi librement à la télévision Il faut poser la question à l'État indonésien. C'était aux Philippines. Aux Philippines. Poser la question à son état d'accueil. J'ai pas de commentaire à faire sur le cas présent. Je peux vous assurer que si un pays étranger recherchait un malfaiteur en France qui avait été condamné dans ce pays à 30 ans de réclusion criminelle, on ne le laisserait certainement pas parler à la télé et vivre normalement. Voilà. À un moment donné, il sera arrêté. Mais est-ce que sa situation avait été signalée aux Philippines? Il faisait toujours l'objet d'un mandat. Et donc, voilà, il n'y a pas de raison particulière à ce qu'il ne soit pas appréhendé par les forces de police locales. La brigade des fugitifs
avait retrouvé Thierry Ascione en Indonésie il y a 12 ans. Les policiers avaient alors tenté de le faire arrêter. Malheureusement, pour le cas de M. Ascione, la coopération internationale n'a pas permis de faire procéder en Indonésie à son arrestation. Vous aviez tout et vous ne pouviez pas aller le chercher? Exactement. Il aurait dû être interpellé en 2010 et jusqu'au début de l'année 2011. On avait tout pour ça. C'est un échec et c'est un regret assez profond pour les enquêteurs qui ont participé à la recherche de ce monsieur, oui. Oui. On savait où il était. On savait ce qu'il faisait. On savait où il habitait. Il ne restait plus qu'à aller le chercher au petit matin. Une succession d'échecs qui renforce le sentiment d'injustice de Dominique Latouche, la sœur de l'une des victimes. Elle aussi découvre ces images. Mon Dieu, mon Dieu. Du dégoût. Je crois que c'est finalement, c'est ça qui est le plus... C'est ça qui ressort le plus. Face à tout ce qu'il peut raconter, à tout ce qui... Oui, du dégoût. Et beaucoup de mépris. Je l'ai vu sur Internet ou à la radio dire « Mais moi, je suis prêt à me justifier, à expliquer, à dénoncer. » Oui, on attend. On l'attend. Il a eu la possibilité. Il ne l'a pas prise, cette possibilité. Donc, j'attends. S'il veut venir s'expliquer, qu'il vienne s'expliquer. Oui. Je crois pas vraiment. En Indonésie, Thierry Ascione dort désormais dans un centre de rétention où il a filmé ces images. Plus d'1 an après son arrestation, Paris et Jakarta n'ont toujours pas réussi à trouver un accord pour son extradition. Il y a une chose que Thierry Ascione n'avait pas anticipée. En 2019, la Cour d'appel de Paris a émis un nouveau mandat d'arrêt. Il repousse la prescription de 20 ans. Et on est de retour au tribunal judiciaire de Mulhouse avec la procureure de la République, Edwige Roux-Morizot, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Quand on regarde notre enquête, on se dit qu'un criminel, s'il est un peu malin, s'il a un peu d'argent, il lui suffit de partir à l'étranger pour ne jamais avoir affaire à la justice française. C'est vraiment le cas ? Quand on est effectivement, comme vous le dites, quand on prépare suffisamment bien sa fuite, en tout cas, quand on est suffisamment intelligent sans doute, et puis voilà, quand on a effectivement peut-être de la surface financière, mais pas simplement, on peut se retrouver dans un pays qui n'extradera pas ou qui n'expulsera pas ou qui soit suffisamment vaste pour qu'on n'arrive pas à retrouver une trace. Alors si on est venu vous voir spécifiquement ici à Mulhouse, c'est parce que vous vous battez depuis des années pour tenter de rendre justice à Jean Meyer, ce contrôleur aérien qui a été assassiné à l'arme blanche en 2011. À l'époque, vous avez très vite identifié le suspect. Il s'agit de Karim Wali, un ancien collègue de la victime. Vous l'avez très vite identifié et néanmoins, il a réussi à s'enfuir dès le début. Effectivement, il a été identifié quasiment tout de suite. On a su tout de suite qui avait utilisé le badge, qui avait permis effectivement l'entrée dans la tour du contrôle aérien de l'aéroport. Il a été identifié dans les minutes qui ont suivi. Donc... Mais il avait évidemment un temps d'avance extrêmement important sur nous tous, en tout cas sur les services de police à l'époque, parce qu'il avait préparé très minutieusement sa fuite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il avait mis en place à l'époque ? Il avait mis en place un certain nombre de leurres.
c'est-à-dire qu'il avait acheté faussement, avec une fausse identité, un véhicule automobile, mais loué avec sa propre carte bancaire un autre véhicule automobile. Donc les policiers sont partis sur cette piste-là. Voilà, exactement. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y avait eu un deuxième véhicule qui avait été effectivement acheté sous un faux nom. Donc il y a eu un certain nombre une préparation très minutieuse et un certain nombre de choses qu'il a mis en place pour permettre effectivement qu'il fuit très très rapidement et qu'il sorte extrêmement rapidement du territoire français, ce qu'il a fait. Et à quel moment vous avez compris que ce serait très compliqué de le retrouver, Karim Ouali? Pas tout de suite. On n'a pas su tout de suite qu'il était parti effectivement à l'étranger. Donc pas tout de suite. Il y a eu, dans les premiers jours en tout cas, une recherche effectivement sur la France. Et puis ensuite, en fonction des éléments qui avaient été retrouvés en perquisition à son domicile, on est parti sur d'autres... on s'est rendu compte qu'il avait dû quitter effectivement la France et on est parti sur d'autres pays étrangers où il risquait de trouver effectivement refuge. Et donc il y a eu de nombreuses commissions rogatoires internationales qui sont parties vers l'Algérie, les États-Unis, l'Amérique latine, dans beaucoup de pays. Et donc il y a eu un mandat d'arrêt international à l'époque et une notice rouge Interpol que l'on voit sur notre écran. Absolument. Et également Europol qui l'avait classé, je crois en 2016, parmi les fugitifs les plus recherchés d'Europe. Et néanmoins, vous n'avez eu aucune nouvelle. Vous l'avez cru mort à un moment ? Tant qu'on n'a pas la preuve que quelqu'un est mort, bien sûr que non. On ne croit jamais quelque chose. On recherche toujours quelqu'un. Il avait commis effectivement un crime tout à fait important. On savait qu'il avait été, en tout cas, il avait suffisamment bien prémédité tout ça, qu'il avait été en capacité de s'enfuir. On voyait mal comment est-ce qu'on pourrait le retrouver mort. Mais il est évident effectivement que cette notice rouge ne l'a pas empêché. En tout cas, et on l'a appris au cours de l'information judiciaire, ne l'a pas empêché effectivement de passer la frontière et notamment de se retrouver à Hong Kong, alors que la notice rouge était déjà diffusée. Et comment il est possible d'entrer dans un autre pays malgré une notice rouge? C'est possible ça? Ça l'a été. Mais ça l'a été, tout dépend de quel pays il s'agit, tout dépend de quelle manière il a pu entrer. Mais la faute à qui, du coup? La faute à Interpol, la faute aux autorités chinoises? C'est impossible à dire. La seule chose qu'on peut voir, nous, c'est objectivement ce qui s'est passé. On sait qu'effectivement, il est entré très rapidement en Chine, qu'il a fait un certain nombre d'allers-retours d'ailleurs avec Macao, et que malgré cette notice rouge, il n'a pas été interpellé. Et ça, c'est un sacré raté quand même. On peut appeler ça un sacré raté. Après, peut-être a-t-il utilisé une fausse identité. Voilà, la notice rouge, c'est sur quelqu'un de particulier qui a une identité particulière. Donc peut-être a-t-il utilisé effectivement une fausse identité pour entrer. Et comment vous avez appris qu'il se trouvait à Hong Kong, du coup? Alors on l'a appris par un renseignement anonyme, une information anonyme qui nous a dit effectivement qu'en 2014, il avait été incarcéré à Hong Kong. Il avait été incarcéré et qu'ensuite il était sorti sous contrôle judiciaire jusqu'en 2016. Et donc ça, vous l'avez appris combien d'années plus tard? On l'a appris 4 années plus tard. On l'a appris en 2018. Pour quelle raison il avait été incarcéré? Pas pour le crime qu'il est suspecté d'avoir commis en 2011. Il avait justement été incarcéré parce qu'il avait utilisé une fausse identité. Et qu'on s'est rendu compte qu'il était rentré de manière irrégulière en Chine. Il avait transformé son nom, c'est ça? Il avait transformé son O en Q, il s'appelait Karim Kali, c'est ça? Absolument. Il avait juste modifié une lettre de son nom sur son passeport. Et donc du coup, Hong Kong l'a incarcéré. Et il a fait à cette occasion-là une demande d'asile. Et les autorités chinoises et hongkongaises ne sont pas censées normalement vérifier et prévenir la France qu'elles ont avec elles un individu elles sont censées le faire. Recherché. Elles sont censées le faire. Et elles ne l'ont pas fait? Manifestement non. Alors, il y a 2 ans, le journal Le Parisien a révélé que Karim Ouali avait publié une photo sur un site de rencontre hongkongais. Donc on le voit ici avec toute sa description. A priori, c'est quelqu'un qui vit sans trop de problèmes aujourd'hui sur place? En tout cas, il se sent peut-être suffisamment protégé dans ce pays pour ne pas avoir peur de s'afficher sur des sites de rencontres. En effet, comme ça a été le cas. Vous êtes sûr qu'il est encore à Hong Kong aujourd'hui? On pense qu'il l'est toujours, parce que dès qu'il sortirait de la frontière, là, pour le coup, la notice rouge s'appliquerait
et il sera immédiatement tout passage aux frontières, évidemment, sauf s'il passe sous des fausses identités, etc. Mais normalement, ses passages à la frontière devraient entraîner son interpellation. Donc là, il est identifié, à peu près localisé, on a des éléments quand même assez concrets contre lui. Comment les autorités de Hong Kong et de Chine justifient le fait de ne pas l'extrader? Ils ne justifient rien. Elles n'ont pas à le faire? Ils ne justifient pas. Ils ne répondent pas. La France n'a pas ratifié la convention d'extradition avec Hong Kong à la suite effectivement des événements qui ont eu lieu en 2020 et de la loi sur la sécurité qui est intervenue. Donc la France n'a pas ratifié cette convention d'extradition. Et pourquoi c'est particulièrement compliqué avec Hong Kong? C'est parce que si jamais on signe un accord d'extradition avec Hong Kong, on est obligé nous-mêmes de donner des gages, c'est-à-dire que la France pourrait se retrouver obligée de livrer des opposants politiques en échange de Karim Wali par exemple? Les conventions d'extradition, c'est obligatoirement réciproque. C'est-à-dire que si la convention d'extradition a été signée effectivement avec Hong Kong, ça pourrait vouloir dire que si des opposants politiques étaient venus se réfugier en France, on devrait, en réciprocité aussi, les extrader si on leur reproche quelque chose. Donc on ne peut rien faire. Pour qu'on puisse faire quelque chose, il faudrait un accord. Il faudrait un accord des autorités avec la France. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse totalement l'institution judiciaire, le procureur que je suis, le juge d'instruction. Donc ça relève de qui? De la diplomatie? De la diplomatie, très certainement, bien sûr. Bien sûr. Et la France, officiellement, aujourd'hui, donc elle demande à récupérer Karim Wali? Je ne sais pas du tout. Nous ne sommes pas au courant de tractations s'il y en a. Je pense que la famille de Jean Meyer n'est pas non plus au courant de ce qui peut se passer de ce point de vue-là. Justement, il y a un peu plus d'un an, Nelly Meyer, la veuve de Jean Meyer, a écrit au président de la République, elle lui a écrit « L'assassin de mon époux est localisé avec certitude depuis l'été 2020 et rien ne bouge. L'État français ne réagit pas. Nous vivons désormais avec cette terrible souffrance. Je ne peux me résigner à accepter que le meurtrier de mon époux ne soit pas extradé et condamné en raison de relations diplomatiques tendues. Cette injustice-là est inadmissible. C'est dans cette démarche que je vous demande, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour faciliter et accélérer cette extradition. » On l'a eu en ligne ce matin, elle nous dit qu'elle n'a toujours pas eu de réponse d'Emmanuel Macron. Vous pensez quoi de cet appel à l'aide? Il est tout à fait normal que la veuve et la petite fille, la jeune fille maintenant de Jean Meyer, puissent demander effectivement à l'État français ce qu'il fait pour permettre effectivement l'extradition du meurtrier de son mari. C'est vrai que ça paraît complètement inaudible pour elle. On se dise, on sait où est le meurtrier, on sait dans quel pays il se trouve. Il a même été arrêté furtivement il y a quelques années, mais on ne peut pas le ramener en France. Ça paraît dingue. Mais c'est pourtant la vérité. Parce qu'on est sur, j'allais dire, une logique qui n'est plus une logique judiciaire, mais qui est une logique internationale, qui est une logique de diplomatie qui nous dépasse totalement. Vous pensez que la diplomatie française n'en fait pas assez sur ce dossier? Moi, j'ai pas à donner mon appréciation sur ce que fait ou ne fait pas la diplomatie française. Faire un appel. Parce qu'il y a d'autres intérêts, sans doute peut-être supérieurs, qu'il ne m'est pas donné de juger. Je dis simplement que du point de vue du procureur de la République, du point de vue du juge d'instruction, du point de vue des enquêteurs qui traquent depuis des années Karim Wali, et du point de vue évidemment encore plus, j'allais dire, des parties civiles et de la famille Meyer, c'est quelque chose qui est difficile à admettre. Et un procès en l'absence de Karim Wali, ça aurait du sens? Ça en aura, sans doute. Vous l'envisagez? On l'envisage à partir du moment où on aura épuisé toutes nos possibilités de le localiser avec certitude. Ce serait un aveu d'échec pour vous, de le faire juger en son absence? Non, ce serait le début d'autre chose. Ça ne peut pas être un aveu d'échec. Tant que cette affaire vit de quelque manière que ce soit, ça ne doit pas être un aveu d'échec. Vous vous sentez parfois un peu impuissante? Bien sûr qu'on se sent totalement impuissant lorsqu'on voit à la fois impuissant et en même temps plein d'énergie pour ne pas l'être, c'est-à-dire pour vraiment lutter pour arriver à quelque chose. Ne pas oublier cette histoire, ne jamais l'oublier. Et tant qu'on n'oubliera pas, on ne sera pas impuissant. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir reçus au tribunal judiciaire de Mulhouse. Je vous en prie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous voulez revoir la belle enquête de Louis Milano-Dupont, vous pouvez la retrouver sur nos sites franceinfo.fr et france.tv. Merci beaucoup à Hugo Plagnard et Séverine Lebrun à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Charlotte Christ à leur réalisation. Excellente soirée sur France 2.